Luc, tu as dû le voir il y a quelques jours, il y a eu une grosse annonce. Biril est racheté pour apparemment 500 millions d'euros par Voodoo. Voodoo, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une boîte de gaming mobile française basée à Paris. Donc le rachat a eu lieu, je crois, en début de semaine, 500 millions. Et donc, moi, j'avais la première question, c'est pourquoi un tel rachat? Pourquoi un tel prix? Et surtout, plus largement que ça, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir des médias, l'avenir du jeu vidéo, l'avenir des réseaux sociaux, ou en tout cas des nouveaux réseaux sociaux qui arriveraient et qui ont eu du mal à trouver, par exemple, des business models au départ. Qu'est-ce que ce rachat et cette, on va dire, cette grosse actualité implique? Parce que je pense qu'en plus de tout ça, ça doit en faire une des plus grosses exits de la French Tech. J'entends non cotée et non vieille. Ça va en faire une des plus grosses exits, une des plus visibles et surtout sur les 2 dernières années, là c'est à peu près sûr la plus grosse, je pense. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus du coup? Ouais, intéressant parce qu'il n'y a pas énormément d'informations qui ont fuité. Il y a eu un article des Échos et après d'autres médias qui ont essayé de reprendre le sujet. Et puis après, il y a eu des petits insights qui ont été partagés. Je partage déjà les informations publiques, histoire de mettre tout le monde à jour. En gros, Biril, c'est une app lancée en 2020, si je ne dis pas de bêtises, il y avait à peu près 40 millions d'utilisateurs actifs. Principalement d'ailleurs aux États-Unis, au Japon et en France. Et même quelques mecs du PSG qui s'étaient mis là-dessus. Il y a Gabriel Attal aussi du gouvernement, enfin de l'ex-gouvernement, qui était là-dessus aussi. Et ils ont levé, je crois, 30 millions, 40 millions au fur et à mesure de leur développement. Et c'est vrai que Coup de Poker, quand même, là, vendu 500 millions, c'est un peu sorti nulle part, hein. D'autant plus que nous, je crois qu'on avait déjà eu ce genre de discussion il y a quelques épisodes, et où tu me disais que toi, tu pariais pas forcément sur ce genre d'app. C'est une app qui n'était pas du tout rentable. Je ne sais même pas s'ils faisaient du chiffre. Je ne connaissais pas du tout leur business model. Je crois pas qu'il y avait, je pense pas qu'il y avait des ads sur l'app. Et donc, c'est assez intriguant de voir qu'une app qui fait 0 sous arrive à être vendue 500 millions. C'est assez dingue. Et d'ailleurs, j'aimerais bien peut-être qu'on revienne sur ce sujet-là. 500 millions, ça veut dire quoi lorsqu'on achète une boîte de manière très transparente? Est-ce qu'il y a vraiment 500 millions qui arrivent de la poche des fondateurs ou pas? Je ne pense pas. D'ailleurs, les insights qui ont été partagés aujourd'hui, je pense que tu pourras nous donner les insights des autres ventes. Mais à ce qui paraît, il y aurait un tiers qui est composé de cash et d'échanges de titres. Et ensuite, tout le reste est conditionné à l'atteinte d'objectifs comme la croissance des users, la rentabilité, etc. etc. Mais en fait, Ok. ce qui est surtout intéressant, c'est de connaître celui qui a racheté la boîte, quoi. Et celui qui a racheté la boîte, c'est une autre boîte française, Vaudou. Vaudou, c'est une licorne française qui a édité 200 jeux vidéo en 10 ans. Ils ont à peu près 150 millions de users actifs mensuels. Ils ont 800 employés. Et en fait, ils ont racheté Berry en se disant, OK, on va essayer de se diversifier dans les apps grand public. Et donc, il y a un rapprochement que j'ai fait immédiatement parce que dans l'article des Échos, Vaudou expliquait que justement, ils avaient racheté Biril dans l'espoir de faire en sorte de développer un business model et faire en sorte que l'app devienne rentable. Et qu'est-ce qu'une app comme Vaudou il connaît dans les réseaux sociaux? Bah, pas grand-chose, si ce n'est qu'ils arrivent à faire des sous avec des jeux, avec de la gamification. Et donc, ce que je pense, c'est un pari que je fais, on verra si j'ai raison ou pas, mais je pense que l'un des business models que va mettre en place Biril, eh bien, va tourner autour du jeu vidéo d'une manière ou d'une autre. Et là, vous allez me dire, attends, mais c'est hyper chelou, un réseau social qui tourne autour de jeux vidéo. En effet, c'est très bizarre, mais la société entière tend peu à peu à se gamifier. J'ai plusieurs exemples à vous donner, mais il suffit de regarder un peu les grands groupes, comme le New York Times, par exemple, qui aujourd'hui base une bonne partie de son business model justement sur les jeux vidéo. Ils ont un abonnement complet. Et là-dedans, il y a des jeux vidéo et on voit que finalement, ils sont passés de 800 000 utilisateurs. Attendez, j'ai l'article là, c'est assez intéressant. Ils sont passés de 800 000 utilisateurs, justement, de daily utilisateurs sur les jeux vidéo du New York Times, à plus de 2 millions en octobre 2023, 2 615. Donc, il y a une croissance quand même du nombre de personnes qui ont pris abonnement du Times et qui passent leur journée, j'abuse, qui passent quelques minutes de leur journée à jouer aux jeux vidéo. Et puis, on voit, au-delà de ça, qu'il y a de plus en plus de boîtes, justement, qui se tournent vers cette mode de monétisation. Et puis, même si on s'intéresse un peu au Web3,
finalement, le Web3, qu'est-ce que ça apporte si ce n'est de l'ultra-gamification de absolument tous les procédés d'acquisition, de rétention client, d'animation de communauté. C'est pas pour rien si aujourd'hui de plus en plus de marques développent des communautés sur Discord. Discord qui est une app communautaire, mais de base qui s'adresse aux joueurs de jeux vidéo, et de plus en plus du coup avec des features dédiées à ça. Et donc, on voit de plus en plus qu'en fait, une stratégie de marque, notamment de relations clients, de fidélisation, quelquefois même d'acquisition, eh bien, se base justement sur les principes que l'on peut retrouver dans les jeux vidéo ou dans l'ultra-gamification. Et donc, je trouvais ça intéressant de se dire que voilà, il y a une app de réseau social qui se fait racheter par une boîte de jeux vidéo. Je pense que BeReal va basculer vers un business model qui va, d'une manière ou d'une autre, se rattacher à des jeux vidéo, à de la gamification. Et je pense que BeReal n'est pas la première boîte à basculer là-dedans et qu'on va avoir de plus en plus d'activités qui vont essayer à minima de diversifier leur business model vers la gamification, vers du divertissement. Et plus que ça, carrément des boîtes qui vont baser l'entièreté de leur business model dessus, bien qu'en front, le New York Times en front, c'est des news, c'est pas des jeux vidéo, c'est des news, bien qu'en front, eh bien l'image soit totalement différente. Écoute, c'est hyper intéressant et hyper vaste. Il y a eu différentes questions pendant le truc enfin, on va dire, trucs évoqués. T'as oublié, enfin, par contre, de donner une info qui est hyper importante. Le CEO de BeReal va partir après une rapide période de transition, a-t-il été dit. Donc, et ça recolle avec ce que tu as dit au début, il y a quelques semaines ou quelques mois, on avait dit BeReal, enfin, en tout cas, moi, j'avais dit, moi, j'y crois moyennement. Ils n'avaient pas, et à ma connaissance, ils n'ont toujours pas de business model. Et en plus, ils avaient une croissance qui était un peu en stagnation. C'était pas, tu vois, enfin, je crois qu'ils étaient montés jusqu'à 60 millions, ils étaient redescendus à 40. Et puis, j'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué. Et donc, moi, j'ai du mal à comprendre ce prix de 500 millions à un moment où, en plus, les valos se font défoncer complètement. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, mais comment ce rachat a pu intervenir? Il arrivait, à mon avis, en fin de période de cash. Donc, à mon avis, ils étaient obligés de soit relever, soit se vendre. J'en sais rien, je te dis ça d'instinct. Et si tu me dis qu'il n'y a qu'un tiers de cash et échange d'actions, ça veut dire que si ça se trouve, tu enlèves les échanges d'actions à moitié. Donc, on va dire, il y a, j'exagère, mais 150 millions. C'est-à-dire que ça se trouve, il n'y a eu que 75 millions de cash, sachant que tu as déjà levé 40 millions. Ça fait, tu fais 75 moins, enfin, tu vois, plus ou moins 75 moins 40. Ça veut dire que les pourcentages d'investisseurs plus les fondateurs, plus les mecs qui avaient été payés en BSPCE, machin, vont se partager 35 millions. Ce qui est hyper bien, hein, ce qui est génial, mais je ne pense pas qu'ils se partagent réellement 500 millions. Mais ça, c'est mon analyse, qui, si ça se trouve, est complètement fausse. Et je la fais parce que tu m'as dit qu'il n'y avait qu'un tiers de cash et d'échange de titres. Ouais, moi, j'ai du mal à comprendre. Moi, j'ai du mal à expliquer le truc. Alors, par contre, en termes de business, je trouve que ça fait sens pour Vodoo, parce que Vodoo fait du gaming mobile. Bon, le gaming mobile, moi, je connais pas bien le sous-jacent, je connais pas bien le sujet. Par contre, ce que je sais, c'est que, à mon avis, tu dois arriver sur une phase de plateau, tu vois. Je ne pense pas que le gaming mobile, tel que Vodoo le fait, j'entends avec des mini-jeux, tu sais, avec des apps payables quelques euros, ou de la pub, ou des petits abonnements, ou des achats in-game, machin. Je ne pense pas qu'on soit autant en croissance qu'il y a quelques années. Et je vois bien le play de Vodoo de se dire, écoute, on est très très bon, on est excellent sur la partie gaming. Profitons d'être excellents pour, à minima, qu'ils utilisent la stratégie que tu as évoquée ou pas de business model et d'intégrer du gaming dans BeReal. À minima, ça fait sens de dire faisons une acquisition pour se développer sur la partie social media. À minima, je trouve que c'est pas con. Ouvre un nouveau truc. Si demain le gaming bat de l'aile ou tu vois devient un peu plus compliqué, où il y a plus de croissance, ou j'en sais rien, enfin plein de sujets, tu auras toujours un truc qui ne dépend pas de la même catégorie. Après, Vodoo, de mémoire, mais pareil, ça reste à vérifier, ils ont été très bons pour se monétiser sur la pub, avec des jeux gratuits avec de la pub. Donc si ça se trouve, ils se disent, moi, rien à foutre. BeReal, il me semble, ne voulait pas de pub. Si ça se trouve, là, ils vont rajouter de la pub à chaque fois que tu mates le BeReal d'un de tes potes, tu vois. Et eux, rien à foutre, puisque la force de Voodoo, c'est de créer des machines à cash, tu vois.
je crois pas que tu connaisses un jeu de vaudou comme tu connais Assassin's Creed ou GTA, tu vois. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de créer des machines à cash. Et donc, à mon avis, ils vont appliquer la même, à minima, même s'ils font pas ce que tu as dit, ils appliqueront leur méthode machine à cash sur Biril. Et avec 40 millions de mecs, bah, ils en ont 150. Ils ont 150 millions de users, ils en rajoutent un quart, en gros, on va dire 50, ça c'est soit 40 millions, mais on va dire bon, pour voilà. Donc ils rajoutent un quart de la user base, enfin un tiers de leur user base actuelle et donc un quart en sortant. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas faire de la pub pour leurs autres jeux dans Biril? Pourquoi pas? Pourquoi pas se faire un énorme coup de com et rappeler qu'ils existent et qu'ils sont importants? Bon, il faut voir combien ils ont payé en stock aussi. Parce que si ça se trouve, si l'acquisition, ils l'ont faite à 90% en actions, bon, Vaudou, je crois, a une valorisation de. C'est une licorne, donc de plusieurs milliards. S'ils ont payé que 30% à date et une grosse partie en actions, ça se trouve, ils n'ont quasiment rien eu à sortir en cash. C'est possible. Parce que si tu veux, je vois mal un rachat classique en cash ou avec un effet de levier bancaire pour un truc qui crache zéro ou presque zéro. Parce que là, tu prends un risque de. Enfin, en cette période un peu compliquée, bancairement, j'entends, je vois mal une banque aller te permettre de faire un effet de levier sur une société qui n'est pas une société à cash flow, tu vois. Enfin, ou à minima une société qui n'a pas un certain volume de cash flow. Bah, en fait, l'histoire des ads, c'est sûr que va y en avoir, c'est clair, mais il va falloir être hyper smart parce que les ads, ça marche sur Facebook, Instagram et co. Parce que non seulement, bon, c'est hyper ciblé, bien sûr, hyper personnalisé, mais surtout, il y a, on passe du temps sur Instagram, on passe du temps sur TikTok, on passe du temps sur YouTube. Là où Biril, la promesse, et ils sont bâtis sur ça. Ouais. Peut-être que ça a changé, hein, mais ils sont bâtis sur non, les gars, vous allez une fois dans la journée, vous faites votre photo, vous regardez la photo de votre pote et vous dégagez. Et donc, de là à devenir rentable, ok, gagner des sous, why not? Mais de là à devenir rentable avec un taux de présence sur l'app aussi faible, à part en dénaturant totalement l'app, et c'est peut-être ce qu'ils vont faire, bah, je pense pas. Par contre, ce que tu as dit, ce que tu as dit qui est hyper intéressant, et il y a ce move de plus en plus parmi les boîtes, c'est en fait peut-être qu'ils ont racheté Biril dans la même logique que HubSpot a racheté The Hustle. The Hustle qui était un média américain d'actu business, HubSpot qui est un énorme CRM qui permet de créer des sites, traquer ses leads, etc., etc. Et bah peut-être qu'en fait, et l'achat, je crois que c'était 30 millions, donc les ordres de grandeur sont totalement différents, mais c'était hyper rentable pour HubSpot parce que tous les jours, tous leurs newsletters de The Hustle, ils pushaient HubSpot tout le temps, tous les jours, 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 tous les jours. Et donc derrière ça, il y a eu des chiffres qui sont sortis, ils ont fait énorme. Au niveau du retour sur investissement, c'était dingue. Peut-être qu'au niveau de Beryl, c'est la même chose. 40 millions d'utilisateurs quotidiens. On est loin des 2 millions de lecteurs. Et encore, il devait y avoir 500 000 lecteurs quotidiens sur The Hustle. 40 millions d'utilisateurs quotidiens sur Biril. Quand on regarde la tranche d'âge, je suis persuadé que ce sont une population qui est adepte des jeux vidéo mobiles, ce que propose Vodou. Et donc peut-être qu'en fait, le but de Biril, le but de ce rachat, pardon, c'est de servir de booster à fond l'acquisition de Biril et aller chercher la rentabilité uniquement en back, le back étant toutes les apps de Vodou. Et là où peut-être ils galéraient, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres de Vodou, mais peut-être qu'ils galéraient au niveau de l'acquisition peut-être qu'ils sont arrivés à saturation au niveau de l'acquisition sur leur propre app, bah, ils vont servir justement d'un média qui en l'occurrence un réseau social pour amener ça. Et je pense que c'est un move, si c'était un move qui était réfléchi de cette manière-là, et peut-être que ça allait repartir aussi, peut-être que c'est pas tout blanc ou tout noir, peut-être qu'il y a une zone grise et il y a plusieurs idées qui sont justes. Je pense que c'est un move que devrait faire beaucoup, beaucoup plus de marques parce qu'ils pourraient justement bénéficier d'un levier d'awareness hyper, hyper intéressant. Et il y a un truc aussi, j'ai appris une stat qui du coup fait totalement sens là-dedans. J'ai appris une stat cette semaine qui est les ads Facebook et Google augmentent leur prix sans que tu le vois trop, puisque en gros, ils t'expliquent que tu n'es pas assez fort en ads, que tes créas ne sont pas assez bonnes, machin. Mais globalement, sur les 10 dernières années, Google et Facebook ont augmenté en moyenne 40% le prix de leurs ads par an. OK. Imagine maintenant que tu es un business dont la rentabilité dépend entièrement de ta capacité à acquérir des users et donc d'être bon et d'avoir des Facebook ads efficaces.
Prenons l'exemple, tu vois, essayons, même si Voodoo, les chiffres sont jamais clairs. Enfin, j'ai jamais eu trop de chiffres. Je trouve que c'est assez compliqué, mais partons du principe, imaginons un truc. Imaginons que Voodoo fasse 100 millions de CA et que sur ces 100 millions de CA, 30% soient liés aux ads il y a 5 ans. Tu vois. C'est-à-dire que tous les ans, ils payent 30 millions d'ads. OK? Si pendant 5 ans, tu augmentes de 40%, donc ça veut dire que Voodoo, je passe les détails, OK, ils ont 10 millions de charges, ça veut dire Voodoo fait 60 millions de cash sur les comptes, tu vois. 60 millions de cash flow positif. Je schématise, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais oui, faisons ça, tu vois, pour être très clair. Tu augmentes les ads de 40% la première année. OK? Donc, en gros, tu rajoutes 12 millions de coûts d'ads. Donc, la deuxième année, il gagne déjà plus que 48. Ensuite, tu rajoutes 30% sur 42. Donc, tu rajoutes 14. Enfin, tu as compris mon truc? Et en fait, au bout de 5 ans, bah, ton budget ads devient de plus en plus important. Et ta croissance, on s'en fout quelque part, parce que ta croissance te coûte de plus en plus cher. Donc, tu as intérêt déjà à être très bon et de ne pas avoir les effets de seuil et de plateau qu'il y a dans toutes les ads. Mais bon, partons du principe qu'ils n'ont pas ça. Bah, même mécaniquement, c'est une boîte dont la rentabilité et la capacité à faire du cash décroît. Surtout si c'est du paiement upfront. Tu achètes une app pour 8, 7, 8, 9, 10 euros. Après, bah, c'est que des coûts pour toi. Donc ton truc décroît. S'il y a du churn et que tu étais basé sur de la pub, ton truc décroît. Et donc je me dis, si ça se trouve, le move, c'est de se dire, pour 500 millions d'euros, on se paye notre encart publicité qui nous coûtera jamais plus que ça. Ouais, 100%. Et 500 millions, ça paraît énorme, mais si tu l'as payé en grande partie en stock et que tu as des clauses qui seront peut-être jamais touchées parce que plein de raisons, bah en fait, tu t'es acheté 40 millions de viewers à 150 millions. Et peut-être que 40 millions de viewers à 150 millions, en fait, pour Vodou, ça vaut rien. C'est peut-être remboursé en 2 ans. Mais ça se trouve, c'est un vrai bet pour le coup. Hein. Et ça se trouve, c'est un vrai pari de se dire, de tous les cas, ils vont pas être rentables, de tous les cas, ils vont pas atteindre leur objectif. Et c'est comme si on rachetait du trafic presque gratuit. Et autre chose aussi d'ailleurs, on pouvait même imaginer un second move derrière, parce qu'il y a ce move de, OK, on va ramener du trafic sur les machines à cash qui sont les apps de Vodou. Peut-être qu'aussi qu'ils se disent, attends, mais c'est intéressant ce qui se passe en ce moment, il y a des grosses boîtes d'IA qui sont en train de racheter des centaines de millions, la data justement de médias, la data aussi de réseaux sociaux, de Reddit, etc. etc. Peut-être qu'en fait, ils font un bet de malade en disant, OK, un pari de malade en disant, bah attends, Biril, ça va grossir, ça a bien grossi, ça va peut-être devenir le Reddit de demain. Si demain on arrive à monétiser la data là-dessus et la vendre à des IA plusieurs centaines de millions, eh bien on est vite rentable. Oui, peut-être qu'il y a aussi ce pari, avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a ce move initié par Reddit là, de vendre des data de training en pack aux boîtes d'IA. C'est un move qui a été super malin. Après, je crois qu'il faut quand même faire attention quand on compare Reddit et Biril. Reddit est une vraie boîte vraiment solide avec un historique de la croissance sur une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est quand même pas le cas de Biril. Tu vois. Enfin, je suis d'accord avec ton point, mais je pense en fait, que la grosse différence, par contre, et c'est un truc que j'ai appris assez récemment, c'est que Reddit, c'est du contenu textuel. Et donc, ça vient alimenter les LM. Mais en fait, le truc qu'on se rend compte, et ça, je vous invite tous à regarder l'excellente interview de Yann Lequin sur le podcast de Mathieu Stéphanie, où justement, ils expliquaient les limites du LLM, en disant qu'en gros, en fait, le langage humain, c'est pas l'intelligence. On croit que ça se limite à ça, mais en fait, pas du tout. Le langage humain, c'est juste une partie de l'intelligence. Et en fait, la vraie intelligence, c'est comment on arrive à percevoir le monde. Et donc, du coup, c'est comment on arrive à percevoir notre environnement et comment on arrive à capter les vidéos, les images qui nous entourent. Et à ce qui paraît, les LLM, même si on a beau leur faire bouffer des vidéos et des images, bah, c'est très compliqué pour eux de vraiment toucher la chose et de faire comprendre vraiment à la machine le langage. Enfin, de développer une sorte de vraie intelligence à la machine. Je schématise, hein, corrigez-moi si vous voulez dans les commentaires. Hein. Et en fait, l'idée, peut-être, et c'est ce qu'ils essaient de faire sur un autre style de langage, dont j'ai oublié le nom, c'est d'entraîner beaucoup plus
sous une autre forme et en bombardant surtout du contenu images et vidéos. Et donc là, au Reddit, c'est que le contenu textuel, et finalement, le contenu textuel, il y en a énormément sur Google, il y en a absolument partout. Peut-être que les datas, justement, de Beryl, imagine un Beryl qui arrive à faire x2, x4, x5, x10 en termes de nombre d'utilisateurs, et c'est possible, hein, c'est des apps qui sont assez virales. Peut-être que la data va être beaucoup plus valuable que du contenu textuel de Reddit. Ouais, peut-être. Peut-être, mais dans ce cas-là, l'avantage de Reddit, c'est que tu as aussi de la data, tu as aussi du contenu vidéo, tu as aussi du contenu photo, tu as aussi des échanges, donc de l'interaction entre différentes parties que jusqu'à maintenant, tu n'as pas sur Biril. Tu vois, c'est cet énorme mélange. Mais je suis d'accord, enfin, je pinaille pour la, comment dire, pour la clarté de notre interview, mais je suis assez d'accord avec toi que ce move est totalement possible. Ce move est totalement possible et ce move fait sens. Fait complètement sens. Mais par contre, ça interroge sur un truc. Et tu l'as dit rapidement, ça interroge, et je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et que c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis un moment sur la chaîne, c'est l'avenir des médias. L'avenir des médias sociaux, mais des médias tout court, et l'avenir de l'information au sens large du terme, c'est-à-dire la transmission de l'information. Et ça, si tu veux, tu l'as dit avec le New York Times qui se gamifie, on a montré que les médias comme Facebook, Google, machin, coûtent de plus en plus cher pour faire de la pub. Or, ce qui les a financés, c'est de la pub à bon prix. Ça, je veux dire, ce qui aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de monde, mais ce qui leur a permis d'être rentable, et aujourd'hui, 100% de leur source de revenus, j'exagère, mais une grande, immense partie de leur source de revenus, c'est le fait d'être moins cher que la télé. Ça a été leur énorme argument, ça a été de dire, non seulement on est moins cher que la télé, les journaux, la radio et tout ce que tu veux, et en plus, vous pouvez traquer, avoir des retours hyper précis. Nos méthodes de pub sont meilleures que les méthodes de pub existantes. C'était le grand débat dans les années 2010, ça a été leur gros cheval de bataille. S'ils deviennent trop chers, si les médias se tournent vers de la gamification, si tu as tout ce genre de choses, que l'attention se fragmente et tout ça, d'après toi, quel est l'avenir des médias et du transfert d'informations au sens large? Ouais, c'est un épisode, enfin, c'est une question. C'est un épisode entier, mais on peut faire l'intro du futur épisode. En fait, tu as dit plusieurs choses intéressantes. Aujourd'hui, en fait, ce qui est hyper intéressant, et je vais répondre à ta question, mais aujourd'hui, on se rend compte que l'un des premiers business models, ou du moins parmi les business models des médias, aujourd'hui, il y a la sponsor. Ça marche énormément. Mais la plupart des médias, depuis plusieurs années, sont en train de basculer sur l'abonnement. Et attention, pas uniquement sur l'abonnement, avec plus de contenu intéressant en termes d'articles de news. Est-ce que tu savais que le New York Times avait un abonnement sur la cuisine? C'est-à-dire il y avait un abonnement, ils vendaient un abonnement, 39 € par an. Il y a 12 000 personnes qui se sont abonnées au truc. Je crois dès la première année, il y avait 12 000 personnes qui se sont abonnées au truc. C'est un carton, ça explose. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus comme ça de médias qui développent des abonnements annexes, qui n'ont rien à voir. Donc, il y a ça et il y a d'autres choses aussi. Donc, il y a différents types d'abonnements, il y a la vente de data. Et puis, il y a aussi les agences. Il y a beaucoup de médias aussi qui se développent ils développent leur propre agence de com, branding, etc. C'est ce que fait beaucoup le Crayon et c'est comme ça que le Crayon, je crois, je crois qu'ils ont dépassé 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le Crayon, d'ailleurs, ils ont eu une offre de rachat. J'avais suivi l'un des actionnaires qu'on avait d'ailleurs invité sur cette chaîne, qui avait investi un peu et il avait fait une petite annonce sur Telegram. Je ne sais pas si c'était totalement, je sais pas s'il avait totalement le droit de le dire. Enfin bon, c'est une autre histoire. Pour répondre à ta question sur l'avenir des médias, moi je pense que on avait parlé lors de la précédente vidéo, on sort de l'économie de la connaissance. Et donc l'économie de la connaissance large va disparaître. Les news larges, un peu banales, vont disparaître, ne vont plus rien apporter. Zéro. Donc, les médias vont devoir aller chercher de plus en plus d'attention ou alors vont devoir s'ultra spécialiser.
Et quand je dis ultra spécialisé, c'est pas juste parler d'immobilier. Pour moi, immobilier, c'est pas ultra spécialisé. Par contre, parler de l'immobilier à Paris, là, c'est se spécialiser. Et je pense que, contrairement à ce que moi, à un moment, j'avais peur de me dire, parce que lancer un écosystème de médias, il y a un membre du sanctuaire qui veut en lancer un au sein, au sein du sanctuaire, et un écosystème de médias B2B. Et moi, j'avais peur que, en fait, lancer un écosystème de médias B2B devienne de plus en plus inutile dans le sens où, finalement, l'information, tu peux la trouver n'importe où maintenant sur les réseaux, via ChatGPT, etc., etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que, notamment en écoutant Yann Lequin, que lorsqu'on creuse vraiment les sujets, aujourd'hui, l'IA est quand même assez limitée sur les sujets ultra spécialisés. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque on demande par exemple à l'IA d'utiliser la plume de Victor Hugo pour nous écrire tel ou tel texte, on est hyper impressionné. Par contre, moi qui écris des emails tous les jours, si je lui demande d'écrire mon email, je vais me dire c'est nul, quoi, c'est de la daube. Je veux dire, il n'arrive pas du tout à avoir mon niveau. Et donc, en fait, ce qu'on se rend compte avec ça, c'est que lorsqu'on demande à l'IA de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, on est impressionné. Lorsqu'on demande à l'IA de faire quelque chose qu'on sait faire et dont c'est notre métier, on se dit que c'est nul. Et c'est d'ailleurs pour ça, peut-être, qu'il y a beaucoup de profs qui se sont insurgés en disant mais non, c'est nul ce truc. J'avais écouté une émission qui disait mais non, moi je lui donne 12 sur 20 à l'IA sur un sujet de philo. Et en fait, je comprends beaucoup mieux. Alors, je pense qu'ils ne sont pas allés au fond des choses, peut-être que le prompt n'était pas forcément hyper évolué, mais à moins de nourrir, de feeder à fond l'IA sur des trucs ultra spécialisés, je pense qu'on est encore loin d'une IA qui est au tip-top sur absolument toutes les notions. Donc déjà, pour te répondre… Ouais, mais par contre, il y a un truc, et Yann Lequin, monstrueux, enfin pour ceux qui ne savent pas, chercheur en IA, patron de la recherche en IA chez Facebook, ancien chercheur à l'université de New York, c'est vraiment un ponte en IA, pour préciser. Mais le sujet, c'est de se dire, là, il tire un trait au moment où on se parle, et il fait quelques prévisions. Mais que disait Sam Altman dans le podcast 20VC, où il disait, quand vous prenez une décision par rapport à l'IA, ne la prenez pas par rapport à ce qu'elle est capable de faire là tout de suite, mais posez-vous la question suivante. Si le modèle devient 20 fois meilleur, est-ce que ma startup tient toujours? Et il disait, si vous voulez montez une boîte où, si le modèle devient 20 fois meilleur, votre startup devient aussi en même temps 20 fois meilleure. Mais il n'y en a pas beaucoup, mec. De ça, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. À part ce qu'on a dit lors d'un dernier podcast, les business expériences, donc d'ultra-relations, d'événements, genre de choses, il n'y a pas 36 000 boîtes qui devient 20 000 fois meilleure si l'IA devient 20 000 fois meilleure. Je veux dire… Mais justement, tout le problème est là. Moi, il y a un truc sur lequel je me renseigne énormément en ce moment. Et je pense que ça méritera quasiment un épisode, ou en tout cas, on pourra passer dans la newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. On pourra passer ça dans la newsletter. Mais c'est tous les mecs qui disent quel type de startup est défendable à l'ère de l'IA et lesquels sont que des gadgets construits sur des LLM qui vont se faire bouffer dès que l'IA va devenir meilleure. Mais c'est même pas ça le truc. C'est pas juste les SaaS construits sur les LLM. Finalement, c'est tout, beaucoup de techno. Beaucoup de techno aujourd'hui, beaucoup de services, beaucoup de tout ça. Et tu vois, l'étude se limitait à, d'un côté, les boîtes par les… mais oui, mais par contre, c'est vrai, tu as raison. Enfin, au-delà de ça, tu as raison de manière plus large, de dire c'est vrai pour tout business. Je suis d'accord avec toi. Non, mais voilà, donc pour clôturer ça… Ah oui, non, par contre, si, hyper important, avant de finir. Je pense quand même que, indépendamment, parce qu'on revient sur le cas quand même qui est le titre de l'épisode, voilà, Biril, je pense par contre que c'est une excellente nouvelle. Et on a fait, il y a quelques semaines, une vidéo sur les startups un peu en difficulté en France, et ainsi de suite, sur l'écosystème français. Je pense par contre qu'une acquisition visible de cette taille-là, d'un Français par un autre Français, et à ma connaissance, c'est très rare, mais j'ai pas envie de dire de conneries, je connais pas tous les deals, mais c'est très très rare, c'est une excellente nouvelle. On s'en fout de savoir si ça vaut son prix, on s'en fout de savoir s'ils vont trouver un business model. Tout ça, c'est très important, on en a discuté, c'est très intéressant de se poser la question. Mais la seule information qu'une boîte ait pu
être vendu, qu'il ait pu avoir une vraie session, c'est une avancée vers la maturité de l'écosystème startup français. Mistral a relevé 600 millions, 680 ou je sais pas combien, cette semaine. Pour une valo à 6 milliards, c'est fou. Pour une valo à 6 milliards. Eh ben, on peut en penser ce qu'on veut. J'en sais rien, tu vois. On n'est pas en interne, machin. Mais ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir, je trouve, qu'on se dise, on avance, on met des briques à un écosystème qui grandit. Il y a eu Vercors il y a quelques semaines, il y a Mistral, il y a eu H. Là, il y a une session. On pourrait dire, ah ouais, mais la session, elle était dans un cadre où ils n'avaient plus trop de capitaux. Je pense que c'est le cas. Mais mec, quelque part, c'est ce que font les US tout le temps. Ils rachètent des technos qui avaient failé niveau business model. Bon, bah, go, tu vois. Ça, et ça, c'est des signes encourageants de reprise de l'écosystème, non seulement de 1, et surtout de 2, de maturité de l'écosystème. Parce qu'il y a 3-4 ans, il n'y avait pas ce type d'achat. Et ce type d'achat, c'est une preuve de maturité. Et je suis sûr que j'en oublie parce que j'ai vu 3-4 bonnes news passer ces derniers jours. Donc il y avait Mistral, il y avait ça, et je dois en oublier un ou deux de jolies levées de l'ordre de 15-20 millions par des boîtes moins connues, mais tout aussi intéressantes. Ça veut dire regain potentiel, tu vois, d'un peu de dynamisme dans une période qui est économiquement et politiquement troublée, et de la maturité dans l'écosystème. Et ça, bah, c'est un point très positif. Et je pense qu'il faut s'en réjouir. Il ne faut pas gueuler en disant Biril, machin. On peut faire l'analyse. Hein. On a commencé en faisant l'analyse en disant ouais, il y a peut-être un peu, tu vois, c'est peut-être pas aussi clair qu'on le dit. Certes, on fait l'analyse, mais une fois qu'on a fait l'analyse, il faut quand même s'en réjouir parce que c'est hyper important. 100%. 100% et ouais, enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais ça fait du bien en fait de voir que la France bouge. Ça fait du bien de voir qu'il y a des transactions aussi grosses qui ont lieu en France ou en Europe. Et je pense qu'on a quelques années de retard par rapport aux États-Unis, mais si ce type de deal se médiatise, eh bien, ça va attirer l'attention, ça va aussi inspirer d'autres entrepreneurs, ça va peut-être inspirer des personnes à devenir entrepreneurs, ça va peut-être motiver aussi des fonds à rentrer, à faire d'autres deals similaires. 100%. Ouais. Ouais. Et ça va aussi pousser des acteurs établis, comme Vodou l'est. Enfin, Vodou est un peu entre les deux, parce que ça reste un acteur très dynamique type startup, mais qui a atteint une taille importante. Mais ça va pousser à la fois le type d'acteur de type Vodou et le type d'acteur potentiellement grand groupe CAC 40 machin, de balancer des acquisitions. Et ça, c'est bien. Parce que c'est les profits d'une génération d'entrepreneurs qui font les investissements de demain. Enfin, en tout cas, en BA, en seed, pour starter les nouvelles phases. Ce qui starte la phase de 2010 où on a Blablacar, machin, et plein de jolies boîtes, c'est les mecs qui avaient fait fortune pendant les dot-com. Hein. Aujourd'hui, c'est Niel, c'est Simoncini, c'est Grandjean, c'est tous ces mecs-là qui ont fait, qui quand même ont porté et portent encore l'écosystème. J'ai pas les stats exactes, toujours pareil, mais voilà, il y a un peu de ça. Ouais, 100%. Ok. Prochain épisode, du coup, en deep dive les médias, c'était aussi sérieusement. Épisode complet. Et idée de business aussi à lancer, que n'importe qui peut lancer dans les médias, notamment des médias nichés, que ce soit B2C ou B2B. Je pense qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'opportunités. Donc, on parlera de ça. Ok. Bah, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Il faut qu'on dépasse les 1000 abonnés. Comme ça, on débloque la monétisation. Très important. Et puis à la semaine prochaine. Merci à tous. À plus.